Nous sommes maintenant à la phase où nous nous ouvrons à vous pour écouter vos questions. Et s'il vous plaît, essayez de réduire les commentaires et aller directement aux questions et indiquez également si vos questions s'adressent à un orateur particulier. Et en prenant la parole, présentez-vous et indiquez, s'il vous plaît, de quelle institution vous venez ou qui vous représentez à titre personnel. Donc, la parole est à vous. Je vais peut-être noter 3 ou 4 prises de parole et puis je vous donnerai la parole. Donc, il y a monsieur ici. D'autres intérêts? Oui. 2, 3, 4. Il n'y a que des hommes. Je ne donnerai pas que la personne. Moi. Ah bah moi. En plus, j'en ai une. OK. Donc, j'ai 5 questions. Je vais commencer par monsieur. S'il vous plaît, présentez-vous et soyez bref dans les questions. Okay, there's a lady on the panel who wishes to... Isolina. Okay. Yes, my name is Professor Linson. Bonjour, je suis le professeur Linson. Je viens de Yamena-Sy et je suis également candidat à l'élection présidentielle de la Commission européenne. Et j'aimerais parler des réactions et des solutions. Patrick et Stéphane ont, je crois, lu mon article sur l'état de droit et l'acheteur. L'Union européenne et les objectifs de développement durable. Tout d'abord, les États africains qui se tournent vers l'Union européenne. Un avertissement, est-ce que les institutions européennes sont dignes de confiance? Je pense que l'Union européenne telle qu'elle est structurée aujourd'hui demande une restructuration massive. Ensuite, pour les ODD, les Nations unies ont mis au point ces ODD qui sont en fait une transcription sophistiquée du nouveau programme de renforcement des capacités, tellement sophistiqué et fragmenté que c'est devenu impossible à mettre en œuvre à l'échelle mondiale parce que presque personne ne les comprend. Il y a 2 solutions dans le monde. La Commission européenne, l'UIT et les solutions pour le développement durable qui se sont très largement inspirées de notre travail sans aucune reconnaissance, sans nous citer, et donc en infraction au droit de la propriété intellectuelle. Et c'est reconnu comme une alternative viable. Donc, les objectifs de développement durable des Nations unies et les objectifs, ou plutôt la plateforme multi-acteurs de l'Union européenne sur les ODD, tout cela a été volé et n'a aucune légitimité. Et donc, ce n'est pas durable. Merci. Noted. Yes, sir. En prenant bonne note. Oui, je vous en prie. Michel Lavolée, Public-Private Partnerships Europe. I'd like to throw in Partenariat public-privé Europe. J'aimerais remettre en question la définition de données qui a été diffusée. En Afrique en particulier, il y a une branche de données qui ne concerne pas que les statistiques, mais également l'accès en temps réel à des données météorologiques, afin de fournir des informations qui manquent encore en Afrique. Et vous avez évoqué les risques pour l'agriculture. Et on n'a pas beaucoup mentionné l'ODD 17. En particulier, la FAO, vous n'avez pas du tout parlé de ce partenariat. Je pense que c'est encore un point faible de ces présentations parce qu'on ne répond pas véritablement aux défis. Il faut travailler avec le secteur privé. Et je pense que notre collègue de l'AECF va en parler. Définir le secteur agricole comme l'ennemi, ça ne permettra pas de résoudre les problèmes de l'avenir. En particulier, un élément qui n'a pas été abordé, c'est la question de la modernisation de l'agriculture
est-ce que cela va créer de nouveaux emplois en Afrique pour les jeunes Africains pour qu'ils puissent répondre à ces défis? Et là, il ne s'agit pas que de statistiques. Je vous remercie. OK. Monsieur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur l'assistant secrétaire général. Je suis M. Barouti, je suis un académique habitué de Brussels Briefing. Ma question est orientée chez M. Patrick Caron, justement à propos de zéro en guerre, donc la faim, zéro faim et sécurité alimentaire, pour dire que non seulement les SDG sont contradictoires ou complémentaires, mais aussi ce sont des textes qui ont semblé être un peu plus sexy, parce que ce texte est incomplet. Vous avez des cas de nutrition ou des produits alimentaires qui peuvent aider aussi bien à nourrir surtout les jeunes ou les jeunes bébés ou une grande partie de la population, mais qui sont au même moment interdits par, c'est pas l'UNESCO ou quoi, c'est des espèces protégées par l'UNESCO qu'on ne peut pas consommer. Je prends le cas en Afrique des éléphants qui, dans certains coins de l'Afrique, sont en surpeuplement et que leur viande ou ces produits-là pouvaient nourrir une bonne partie de la population. Mais c'est de plus en plus des espèces protégées par l'UNESCO. Vous avez au large du Sénégal les mérous blancs, c'est une sorte de poisson très nutritif pour les nourrissons, qui sont déjà aussi déclarés espèces protégées de l'humanité. Alors, je suis un peu sceptique comment on peut atteindre les SDD si de plus en plus on continue à grandir les cercles des espèces protégées et qui peuvent servir de nourriture pour une partie de la population. Merci. Merci. Je pense qu'on ne va pas être amené à s'exterminer entre nous pour pouvoir trouver à manger. Je pense qu'il y a assez à manger pour qu'on n'ait pas... Mais il y aura des réponses appropriées à ce niveau. Monsieur, oui. Peut-être qu'avant... Oui, allez-y. Thank you. I'm Adam Garenche from DG Agriculture of the European Commission. DG Agriculture de la Commission européenne. Ce matin, nous avons entendu d'excellentes présentations qui nous ont donné un bon aperçu de la prolifération des organisations internationales, participants, institutions, acteurs du secteur public et privé qui participent aux ODD. Et ma question porte sur l'avenir. À votre avis, comment pourrions-nous simplifier le paysage institutionnel pour que, en 2030, on soit véritablement prêt à introduire la série suivante? Merci. Isolina. Ma question suit celle de nos collègues de DG Agri. Elle est pour l'ensemble, mais surtout pour le docteur Caron. J'ai lu presque toutes vos publications. Rien que pour ça, je crois que je devrais être récompensée. Mais en fait, on a eu beaucoup de questions en ligne. Donc, c'est le feedback que je voudrais donner. Il est clair qu'on ne pourra pas, dans les temps, en tout cas actuels, mettre en œuvre ce qui a été prévu, comme vous l'avez bien expliqué. Quelle serait la proportion d'urgence qui pourrait être encore réalisée en 2030 et si vous avez une indication aussi de quel serait le nouveau, en quelque sorte, deadline pour en tout cas accomplir la plus grande partie. Et bien entendu, ça concerne aussi une certaine réforme de l'architecture. Et j'en profite aussi parce que ça a été mentionné beaucoup de fois ce matin, dire que les Journées européennes de développement qui se tiennent en juin, qui est une grande initiative de la Commission européenne qui réunit tous les acteurs, portent sur l'inégalité cette année. Et je crois que c'est fondamental pour nous tous. Merci. Merci. Je pense qu'on va inviter les panélistes à répondre, mais peut-être avant, utiliser le privilège qui est le mien pour peut-être apporter un début de réponse à certaines choses. Je pense que peut-être qu'on n'a pas été assez clair, mais dans tous les cas, dans ma présentation, et j'ai cru l'entendre de celle de la partie européenne, de la Commission européenne également, que nous avions évoqué la nécessité de renforcer le partenariat public-privé. Je ne pense pas que qui que ce soit ici
oppose les deux acteurs, publics et privés, mais c'est plutôt le contraire de ce que j'ai entendu. En tout cas, moi, je réitère pour le secrétariat et le groupe ACP que la volonté dans laquelle nous voulons aller, c'est réellement un renforcement de ces deux liens-là. Donc, il n'y a pas de difficulté, mais les autres panélistes auront peut-être à répondre à ça. Deuxième question sur la protection de certaines espèces. Nous sommes conscients que dans certains endroits où il faut également, ça participe un peu à ce que Dr Caron disait, à trouver le bon équilibre à chaque fois lorsque nous menons des politiques. Lorsque nous devons protéger des espèces, des programmes sont mis en place et nous le faisons en partie avec la FAO par exemple. Nous avons un programme ambitieux lorsque certaines espèces sont protégées, travailler avec les populations qui sont concernées, qui ont une ressource nutritionnelle, j'allais dire culturelle de ces espèces-là, pour qu'on puisse leur trouver d'autres sources, mais acceptables, pas imposées, acceptables par eux-mêmes, des sources de protéines qui remplacent celles qui sont protégées. Donc, merci de lancer l'alerte, mais je pense qu'il y a des mesures intermédiaires qu'on peut adopter et non pas aller jusqu'à l'extrême pour réautoriser l'abattage de certaines espèces qui sont protégées. Sur ce, je vais donner la parole aux panélistes. Je vais dans un ordre aléatoire. Je vais commencer par Patrick Caron parce qu'il est à ma gauche. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par la question du paysage institutionnel, institutional landscape, tel que posé par notre collègue de la DG Agri. Je reviendrai bien et j'insisterai sur le point 7 de Stefano Prato, qui était bonjour Stefano, si encore en ligne, qui était, à mon avis, un point très fort. Si on regarde dans le passé, on voit deux choses. On voit tout d'abord que dans l'histoire de l'humanité, il a souvent suffi de produire plus pour faire éliminer le spectre de la famine, moyennant certaines formes de régulation historique au niveau des seigneurs, des royaumes, des nations, des empires, de l'humanité. Mais donc, du coup, on vient de ce moment-là où il fallait produire plus. Et puis, la deuxième chose, plus récemment, on a vu aussi que la gouvernance du secteur alimentaire s'opérait généralement hors du secteur alimentaire, et en particulier dans les sphères du commerce international. Et ce qu'on se dit là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu de la plupart des intervenants et qui a été exprimé par Stefano, c'est qu'il faut nous réapprendre à gouverner les systèmes alimentaires autrement, comme le cœur de l'atteinte de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable. Et donc, voilà, le paysage institutionnel, c'est comment faire de la sécurité alimentaire en agissant sur les systèmes alimentaires un objet de bien public au service de l'atteinte du développement durable. Et ça, il faut que nous le réapprenions. À l'échelle internationale, Stefano a mentionné le comité de sécurité alimentaire dont dépend le HLPE. C'est vrai à cette échelle-là, c'est vrai également au niveau des pays, des ministères de la sécurité alimentaire. Je vous laisse avec cette question-là. C'est vrai également au niveau local, comment on peut arriver à le gouverner dans l'ensemble des interactions. Et du coup, ça m'amène à la question soulevée par Isolina, qui était de dire, et maintenant, alors c'est vrai que le verre est toujours à moitié vide et à moitié plein quand on regarde l'atteinte des ODD. On se dit toujours qu'on va progresser un petit peu et puis on regrette qu'on ne le fasse pas suffisamment. Quelle serait la mesure la plus urgente? C'est un pas de temps peut-être trop lent, mais le comité de sécurité alimentaire s'est mis d'accord lors de la séance plénière d'octobre dernier sur l'élaboration de directrices volontaires sur les systèmes alimentaires, avec un rendez-vous à la plénière d'octobre de 2020 pour que ces directrices volontaires soient agréées d'un point de vue intergouvernemental. Voilà un beau rendez-vous. Alors, le fait de nous accorder sur des directrices volontaires au niveau international ne résoudra pas tout. Mais il n'empêche qu'on est là sur
un cadre de référence au niveau international et au niveau mondial, dont certains acteurs peuvent se saisir, qui ensuite peuvent être traduits dans des législations nationales, qui peut ensuite irriguer un ensemble d'actions qui prendront cours. Et pour moi, c'est vrai que dans 2 ans, ça peut paraître un petit peu tard par rapport aux urgences, mais si on est capable, au niveau intergouvernemental, de nous donner un cap sur ces systèmes alimentaires pour qu'ils correspondent, pour qu'ils aillent vers les enjeux qu'on a donnés, ce serait un grand pas en avant. Cette recommandation émane d'un rapport que nous avons produit sur les systèmes alimentaires. Nous avions, dans un premier temps, ciblé sur ce que l'on appelle les environnements alimentaires. Les environnements alimentaires, dans notre proposition, la proposition d'un rapport du HLPE, c'était l'ensemble des facteurs qui impactent le choix du consommateur. Publicité, taxes, subventions, labels, information, je peux continuer la liste. Et donc cet objet-là, qui est un objet d'intervention publique essentiel, a été pris suffisamment au sérieux pour que le comité de sécurité alimentaire dise allons vers l'élaboration de telles directrices. Et si je devais donner un point de rendez-vous, ce serait bien celui-là d'octobre 2020. Et puis je finirai avec 2 tout petits points pour pas prendre trop de temps. Oui, les espèces, nous savons combien les espèces en danger peuvent avoir des implications. La lutte contre la préservation des espèces en danger peut avoir des implications locales. D'ailleurs, il y a, je ne sais plus si c'est il y a 1 semaine ou il y a 2 semaines, le gouvernement du Botswana a réautorisé la chasse aux éléphants, puisque vous avez cité cet exemple-là. Je pense qu'il faut une fois de plus le voir dans sa double implication entre comment on prend en compte les intérêts d'une population locale pour laquelle ce genre de ressources peut être absolument nécessaire, et en particulier comme dans le cas du Botswana, qui depuis des décennies et des décennies a consenti des efforts qui fait que l'éléphant est en surpopulation plutôt qu'en danger, et puis les équilibres au niveau international. Et ce sont bien dans ces négociations entre le local et le mondial qui importent. Par rapport à la première question, je pense qu'on pourrait reprendre 1 heure de discussion, j'imagine, sur ce point-là. J'aurais tendance à penser que dans leur imperfection, le processus qui a guidé l'élaboration des objectifs du développement durable est quelque chose d'assez exceptionnel. Et on n'est pas donc, non seulement c'est ce que j'essaie, enfin c'est en tout cas mon point de vue et ma position, on n'est pas uniquement sur un document performatif sous l'angle de la manière dont il se décline pour chacun des objectifs et pour chacune des cibles et pour chacun des indicateurs, mais bien sur la capacité au niveau mondial et pour une des premières fois dans l'histoire de l'humanité à nous mettre d'accord ensemble sur un agenda qui nous relie. Et c'est dans ce sens-là que je trouve le processus assez intéressant, tout en étant grandement perfectible. Merci, Patrick Caron. Juste sur la question des engagements volontaires envisagés pour 2020, et ceci au nom des 79 ou 79 États que je représente, dire que nous encourageons certainement nos pays dans ce genre d'exercice, mais ça revient un peu comme ce que nous avons dans le cadre du climat. Vous savez, les contributions nationales déterminées. Beaucoup d'engagements sont pris, mais beaucoup sont conditionnés à la disponibilité de ressources. Donc, il faut voir les deux. Politiquement, l'engagement est pris, mais comment est-ce que si nous n'arrivons pas déjà à souscrire et à mettre en œuvre ce que j'appellerais les engagements obligatoires que nous avons pris, et nous y ajoutons d'autres volontaires, on peut penser que c'est parce que c'est volontaire, mais on le mettrait en œuvre, mais c'est parce que vous connaissez le processus politique, c'est volontaire aussi parce qu'on ne veut pas être au banc des nations, mais après, pour la mise en œuvre, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faudra peut-être qu'on suive cela de près et avoir notre niveau de discussion. Je vais peut-être demander à the FAO to also address some of the issues. I think some of the questions have been directly addressed to you. Certaines des questions vous étaient adressées directement. Est-ce que vous pouvez répondre? I'm sorry, I haven't been Excusez-moi, ma présentation apparemment n'a pas évoqué l'ODD 17 et les partenariats
avec le secteur privé, mais les partenariats avec tous les partenaires clés, l'ensemble des partenaires dans le secteur du développement, les coopératives, le secteur privé, et la coopération sud-sud, des alliances parlementaires. Cela est au cœur de notre commission et de notre travail pour éradiquer la faim. Nous travaillons avec ces différentes parties prenantes dans différentes enceintes, forums, et sont toujours présents. Lorsqu'on a défini les méthodes, ils étaient là. Ils sont également là pour le travail sur les capacités et pour produire les données sur les indicateurs. Est-ce qu'il y a un autre membre du panel qui souhaite intervenir ou ajouter quelque chose? Je vous en prie. Oui, concernant les PPP, le secteur privé, je pense qu'il y aurait une valeur de référence, un benchmark. Et c'est lié à la déclaration de Malabo. Les pays se sont engagés à avoir des échanges précis et à établir des PPP pour des produits de base qui sont essentiels à l'ensemble des filières. Donc, il y a un engagement dans la déclaration en ce sens. Comment avoir des PPP durables, sans exploitation? Voilà des questions que nous nous posons et qui constituent des défis. Est-ce que la Commission souhaite avoir le dernier mot? Non? Bien, alors... merci à tous les présentateurs et surtout merci à vous, les participants, pour cette première session, d'avoir été aussi patients. Mais j'espère que vous avez tiré un bénéfice des présentations et des échanges qui ont eu.